tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Cédrico. Bonjour. Bonjour. Alors au menu du forum, eh bien, l'évolution de la crise du coronavirus, l'épidémie est freinée, le déconfinement est accéléré. À quoi va servir dans ce contexte l'application Stop Covid que vous avez fait adopter cette semaine au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat? Et qu'attendre de l'après-crise sanitaire en matière économique, sociale et aussi politique? Comment notamment relancer la croissance et faire redémarrer la France? Et puis au-delà, la reconstruction de l'économie française passe-t-elle par l'Union nationale? Alors on va commencer, si vous le voulez bien, Cédrico, par l'application Stop Covid, parce que quelque part, c'est votre application. Quand précisément va-t-elle être téléchargeable? Alors nous sommes actuellement, à l'heure où je vous parle normalement, en train de pousser, comme l'on dit, l'application dans les stores Apple et Google. Il y a un temps de revue et donc normalement l'application devrait être disponible mardi à midi. Mardi 2 juin. Mardi 2 juin à midi. Comme le Premier ministre s'y était engagé pour cette deuxième phase du déconfinement. Il reste encore un certain nombre d'éléments. Il y a le temps de revue par Apple et Google, mais si tout se passe bien, mardi midi. Donc mardi midi, qu'est-ce qui se passe précisément? Mardi midi, les Françaises et les Français pourront aller sur leur App Store, sur leur Play Store, sur leur téléphone Android ou iPhone et trouver l'application et la télécharger. Et alors, est-ce que ça signifie que l'application donc va fonctionner et qu'elle va contribuer, et de quelle manière, à la lutte contre le coronavirus? Oui, ce que nous considérons, c'est que l'application, c'est quasiment un nouveau geste barrière qui doit nous aider à mettre l'épidémie sous contrôle. On voit qu'elle diminue, mais elle circule encore. C'est entre 200 et 300 personnes qui sont testées positives chaque jour. Donc je rappelle qu'au moment où on confine, c'est en dessous de ça. Et donc il peut y avoir une deuxième vague, cet été, à l'automne. On voit que là on passe à un niveau supérieur où on rouvre les restaurants et les bars, on voit que les gens ont plaisir à se retrouver, ont envie de se retrouver, on voit des réunions de personnes, parfois en oubliant un peu les gestes barrières qu'il ne faut pas oublier. Et donc on considère, mais pas que nous, parce que tous les pays européens travaillent aux mêmes applications, que cette application, parce qu'elle aide à compléter le travail des enquêteurs sanitaires, c'est-à-dire à isoler rapidement les gens qui ont été testés et leurs contacts, elle va nous aider à mettre sous contrôle l'épidémie. Alors, elle va vous aider à mettre sous contrôle l'épidémie. Comment précisément ça va marcher? Comment allez-vous peut-être encourager les téléchargements de l'application Stop Covid? Comment ça va se faire? Alors, d'abord, peut-être comment ça marche. Ouais. Donc, si vous et moi, on se croise, nos deux téléphones enregistrent de manière cryptée et anonyme le fait qu'on s'est croisés. Et si demain, vous déclarez... Et c'est important de dire anonyme. Oui, c'est-à-dire qu'on enregistre, mais personne n'a accès à l'information. Vous ne savez pas qui est enregistré dans votre téléphone. Si demain, vous avez des symptômes, vous vous sentez malade, vous allez vous faire tester positif, vous êtes testé positif. Sur la base de ce test, vous pouvez vous déclarer dans l'application. Et moi, je reçois une information comme quoi je suis à risque, sans savoir d'où ça vient. Parce que vous avez croisé cette personne. Parce que j'ai croisé quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Ce qui me permet de prendre contact avec mon médecin et d'avoir accès à un test. Donc ça, c'est très important. Il y a un intérêt individuel parce que vous avez été à risque, vous avez accès à un test. Et puis, vous faites tester et à votre tour, vous vous déclarez. Et on voit que les gens, très rapidement, diffusent l'information et que ça permet de couper la diffusion de l'épidémie parce que dès que vous recevez l'information, vous vous isolez et puis vous évitez d'aller voir votre mère, vos parents, vos proches, d'aller travailler. Ce qui permet de réduire la diffusion de l'épidémie extrêmement vite. Donc ça, c'est vraiment l'utilité à la fois individuelle et collective. Et cette application, elle est utile dès les premiers téléchargements, on y reviendra peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin qu'un maximum de gens l'aient, notamment dans les villes, notamment les gens qui prennent les transports en commun, les gens qui vont aller dans les bars, dans les restaurants, parce que là, vous avez des contaminations des gens qui vous contaminent que vous ne connaissez pas obligatoirement. Quand vous dites il faut qu'il y ait un maximum de gens l'aient, c'est-à-dire quel pourcentage? Parce qu'on va citer deux pays. Ouais. Singapour a une application similaire. C'est 15% des 5,6 millions d'habitants qui ont téléchargé l'application. En Australie, c'est à peu près du même niveau. C'est 20% des 5 millions d'habitants, des 5% des 25 millions d'habitants qui ont téléchargé l'application. Comment il faudrait de téléchargement en France pour que ça fonctionne? Alors, ce que montrent les travaux épidémiologiques, c'est que dès les premiers téléchargements, l'application évite des contaminations, évite des malades et probablement évite des morts. Mais vraiment dès les premiers téléchargements, parce qu'elle permet de prévenir plus vite et des gens qu'on ne connaît pas. Si vous avez été dans un restaurant et que la personne à côté de vous, qui est assise à côté de vous, tombe malade et elle vous a contaminé, vous ne le savez pas, vous allez contaminer des gens sans le savoir. Première chose. Deuxième chose, c'est que ce que montrent là encore les travaux épidémiologiques, c'est que dans une ville, par exemple, à partir d'un peu moins de 10% de la population qui est couverte, ça a un effet très important dans le ralentissement de l'épidémie. Ça veut dire que, vous dites dans une ville, on est à Paris, agglomération
ou agglomération parisienne, Île-de-France peut-être. Ouais. C'est pareil, on confond les deux ou... On peut considérer qu'effectivement dans un bassin de vie, donc l'Île-de-France en tant que telle est un bassin de vie. Donc si 10% des franciliens téléchargent cette application, c'est bon pour la lutte contre le coronavirus. C'est bon dès les premiers téléchargements, encore une fois parce que ça évite des contaminations dès les premiers téléchargements. Ça a un effet macro ou un effet systémique à partir de 10% et ensuite c'est linéaire à partir de 10%. Et alors vous misez sur quel pourcentage de téléchargement? Vous avez dû faire des études. Il y a eu un sondage, je crois que c'est le Figaro, 45% des Français sont prêts à télécharger l'application. Est-ce que vous croyez qu'on ira jusqu'à 45%? Non, nous n'irons pas, enfin j'ai des doutes. Il y a une seule application pour vous donner une idée qui est possédée par plus de 50 ou 60% de la population, je crois que c'est WhatsApp. Donc nous ce qu'on vise d'abord, ce sont les personnes qui vivent dans les villes, parce que ce sont elles qui font circuler le virus. On rappelle quel pourcentage de personnes qui vivent dans les villes par rapport au reste de la population? Vous me posez une belle colle. Enfin, en tout cas, c'est pas... Non, c'est pas toute la population. Voilà. Ça n'a pas de sens de dire toute la population française. Nous, on cherche à toucher les personnes qui prennent les transports en commun, les personnes qui vont dans les restaurants ou qui vont dans les supermarchés aux heures de pointe. Parce que c'est elles qui font circuler l'épidémie. L'épidémie, elle est d'abord dangereuse pour les personnes âgées, mais ce ne sont pas les personnes âgées qui font circuler l'épidémie. On cherche à toucher ces urbains actifs. Ça tombe bien. Ce sont ceux qui possèdent le plus de smartphones, au-dessus de 95 à 97%. Et alors, comment vous faites justement pour que ces urbains actifs téléchargent l'application? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une méthode que vous allez employer, que vous allez utiliser pour les inviter, pour encourager ces téléchargements? D'abord, il faut expliquer, faire de la pédagogie, et on va lancer une campagne de communication dans les jours et les semaines qui viennent pour communiquer sur Internet, à la télévision, dans la presse. Avec certaines entreprises de transport, la RATP, la SNCF ont été d'accord pour en fait diffuser ce qui est un nouveau geste barrière et ce qui doit permettre à tout le monde de mettre sous contrôle l'épidémie. On va travailler également probablement avec ADP. Voilà, on veut faire en sorte avec les collectivités territoriales, avec les associations caritatives, parce qu'il faut aussi aller toucher ces gens qui sont plus loin que de la communication. Et comment vous faites, puisque vous disiez c'est important aussi pour ceux qui vont dans les restaurants, peut-être aussi dans les salles de spectacle, ainsi de suite. Ouais. Comment vous faites pour les toucher, ces gens-là? On a aussi, on va essayer de les toucher de toutes les manières possibles. J'ai cité la RATP, la SNCF. On va essayer de discuter avec la Fédération du commerce. Voilà. Notre idée, c'est un peu comme tout le monde s'y est mis sur les gestes barrières, le gel hydroalcoolique. Je voyais en venant chez vous ce matin des affiches de la mairie de Paris qui disent, qui rappellent la nécessité de se laver les mains en gel, d'éternuer dans son coude, etc. Moi, j'aurais besoin que la maire de Paris, que l'ensemble des collectivités territoriales de France, d'ailleurs, on discute avec nombre d'entre elles, nous aident à diffuser Stop Covid, parce que c'est considéré, pas par le gouvernement, par les médecins et par les épidémiologistes, comme une application extrêmement utile dans le combat contre le coronavirus. Et donc, à partir du moment où vous auriez 10% de la population qui se téléchargerait cette application, ce serait pour vous un succès? Je ne vais pas me mettre de barrière, de seuil, ni maximum ni minimum en termes de succès. Ce qu'on veut faire, c'est convaincre les Français que c'est utile pour eux et que c'est utile pour protéger leurs proches. Au passage, d'ailleurs, combien ça coûte, cette application? Combien ça coûte et combien ça va coûter? Pas grand-chose. Jusqu'ici, ça a coûté 0. À part les salaires des chercheurs de la fonction publique et puis des administratifs de la fonction publique qui ont travaillé sur le sujet, ça doit être quelques dizaines de personnes, toutes les entreprises qui ont travaillé sur le sujet sont venues gratuitement et je les en remercie. Que ce soit des grandes entreprises ou des startups. Une petite startup comme l'Unabi qui a fait l'application, c'est 15 personnes, la moitié de ces développeurs ont travaillé gratuitement jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Pendant combien de mois? Ça fait 2 mois et demi, donc c'est quand même un effort important pour des startups comme ça. Mais ils sont venus aider le collectif à travailler sur une application d'intérêt général. À partir d'aujourd'hui, on va rentrer dans une phase un peu plus normale. Il faut maintenir l'application, l'héberger. Le coût ne dépassera pas plus de quelques centaines de milliers d'euros par mois. Donc c'est vraiment extrêmement limité au regard de l'intérêt et du bénéfice qu'on retire de cette application. Est-ce que c'est la magie contre la pandémie de coronavirus, Stop Covid? Non, je pense qu'il faut faire très attention et se garder de tout solutionnisme technologique. Cette application, elle n'est pas magique. Elle vient d'ailleurs en complément du travail des enquêteurs sanitaires dont on a beaucoup parlé, qui sont des personnes physiques qui, dès que quelqu'un est testé, l'appellent, lui demandent quels ont été ses contacts, isolent ses contacts, les testent, etc., etc. Mais c'est une application dont les travaux scientifiques, les travaux des médecins nous disent qu'elle est utile
est nécessaire et qu'elle vient en complément, mais avec un impact significatif sur le ralentissement de l'épidémie. Alors, il y a eu un problème en Australie. Une seule personne, a priori, l'application voisine australienne, qui s'appelle Covid Safe, n'a permis d'identifier, a priori, jusqu'à présent, qu'une seule personne. Les Australiens disent c'est peut-être à cause des problèmes de comptabilité avec les iPhones. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'on peut avoir le même type de problème en France? Non, l'application australienne est sensiblement différente de l'application française, ou d'ailleurs des applications italiennes, espagnoles, anglaises, allemandes. Je rappelle que nous sortons le 2 juin, que les 4 pays que je viens de citer vont sortir dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça veut bien dire, 1, qu'ils estiment que l'application est utile, et 2, qu'il n'est pas trop tard. Et donc, il y a vraiment un intérêt européen pour ce genre d'application. Il y a eu tout un débat il y a 1 ou 2 mois disant pourquoi la sortir, il y a même 3 semaines, pourquoi la sortir maintenant alors que le déconfinement a commencé le 11 mai. Mais l'application, elle sort dès qu'elle est prête. Et elle est technologiquement compliquée à mener. On a mis tous les moyens nécessaires, mais une application comme ça, normalement, j'en parlais avec le directeur général de l'ANSSI, c'est 1 à 2 ans pour la sortir. On l'a sortie en 2 mois et demi. Et on la sort même avant les applications italiennes, anglaises ou espagnoles. Donc, on est vraiment au plus tôt. Alors maintenant, iPhone, problème de comptabilité avec iPhone. Oui, c'est un problème qu'on a dû résoudre. Au final, l'application marche de manière satisfaisante et sur les iPhones et sur les téléphones Android, et donc il n'y aura pas de problème. Alors, parce que vous avez indiqué la semaine dernière que l'application ne repérait que 75 à 80% des appareils à proximité. On s'est dit, c'est parce que iPhone qui est en possession de 21% des Français ne pourra pas être opéré. C'est vrai ou pas? Non, ça n'a rien à voir. C'est lié au fait qu'on utilise la technologie Bluetooth pour des raisons de protection de l'anonymat. On n'utilise pas la géolocalisation. Et le Bluetooth n'a pas été conçu pour mesurer les distances entre 2 personnes. Or, nous, pour qualifier que vous avez été qu'un contact, on doit dire que vous avez passé plus de 15 minutes à moins d'1 mètre de quelqu'un. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les Anglais et les Allemands. C'est un gros travail de recherche. Et on attrape 80% des personnes qui sont à peu près à 1 mètre de vous. Donc, c'est pas du problème éventuel avec iPhone. Je précise qu'on a testé les 100 portables les plus utilisés par les Français. 17 marques. Et donc, on a vraiment mené une campagne de test extrêmement intensive pour réussir à calibrer au mieux l'application. Alors, depuis le milieu de la semaine dernière, Cédrico, des hackers attaquent l'application pour trouver des failles. À votre demande, je suppose. Ouais. Est-ce que des failles ont été trouvées et est-ce qu'elles ont pu être corrigées? Oui, c'est ce qui s'appelle un bug bounty. C'est une bonne pratique en règle générale quand vous sortez une application. Vous proposez à des hackers éthiques de l'attaquer pour trouver les failles. Ils trouvent toujours des failles. Donc, ils ont trouvé un peu moins de 10 failles qui sont en cours d'être corrigées. Des failles importantes? Non, pas de failles critiques. Des failles qui sont des failles réelles. Mais vous savez, des failles, il y en a tout le temps. Vous mettez à jour toutes les 2 semaines votre téléphone. Vous mettez à jour Windows toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles qui sont toujours détectées. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une faille qui vous permet de changer l'image ou le texte de l'application? Ça, c'est pas très grave. Est-ce que c'est une faille qui vous permet de faire crasher l'application? Ça dépend. La gravité dépend de ce que vous avez trouvé. Est-ce que c'est une faille qui vous permet d'avoir accès au contact ou à la liste des gens qui ont été en contact avec ceux qui sont infectés? Ça, ce serait très grave. En aucun cas, je finis, en aucun cas, les gens n'auront accès aux données, ni aux interactions sociales, ni à la liste des personnes qui ont été infectées. Et donc, les failles qui ont été trouvées sont des failles réelles, c'est normal, c'est très bien, ça nous permet de rendre l'application plus solide. Elles ont été corrigées, mais il n'y a pas de faille critique qui a été découverte. Alors, il y a aussi des interrogations quant au choix que vous avez fait, à savoir un choix franco-français pour Stop Covid. On dit qu'avec la conséquence de ça, c'est qu'il y aurait une incompatibilité, avec la plupart des applications étrangères, notamment européennes. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que si c'était le cas, ça poserait un problème? Alors, oui, c'est le cas. Nous avons fait le choix, pour des raisons de protection de la vie privée et pour des raisons d'efficacité sanitaire, de développer notre propre application plutôt que de passer par l'interface Apple et Google. C'est un choix que nous assumons. Les Anglais, d'ailleurs, ont fait le même choix. Les Allemands, les Italiens ont fait un choix différent. Ce qui pose un petit problème, c'est que les applications ne seront pas interopérables, a priori, même si nous travaillons à les rendre interopérables à l'avenir. Je le regrette, mais les conséquences dans la vie de tous les jours, honnêtement, elles sont limitées. Les frontaliers, par exemple, ils devront télécharger 2 applications. Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Ou si vous voulez aller passer vos vacances en Espagne et que vous souhaitez avoir l'application espagnole, vous téléchargez l'application espagnole. Voilà. Alors, il y a aussi des interrogations. Il y a des interrogations, mais il y a aussi des critiques, notamment de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon a, par exemple, dénoncé ce qu'il appelle les manquements en matière de respect de la vie privée
et des libertés, dans la mesure où, selon lui, l'application récupérait les contacts de ses utilisateurs. Ça correspond un peu à ce que vous disiez à l'instant là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, c'est faux et d'ailleurs c'est irresponsable de le dire. Pourquoi? Je veux dire, quand on est un responsable politique, quand on parle d'un outil sanitaire, il faut être précis et il faut rentrer dans le détail. En aucun cas, cette application ne récupère les contacts des utilisateurs. Et d'ailleurs, comme le code sera public, tout le monde pourra vérifier. N'importe quel informaticien pourra vérifier que l'application fait bien ce que le gouvernement dit et rien d'autre. Et contrôlé par la CNIL. Et contrôlé par la CNIL. Et la CNIL a été saisie 2 fois sur cette application. Elle a considéré, compte tenu de l'ensemble des garanties qui ont été prises, anonymat total, transparence, volontariat, personne ne peut vous forcer à installer l'application, alors cette application pouvait être déployée et était en conformité avec nos lois. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est non seulement faux, mais totalement irresponsable parce que cela peut conduire certains Français à ne pas installer l'application pour de mauvaises raisons, alors même qu'elle serait susceptible de les protéger, eux et leurs proches. C'est-à-dire que c'est une faute grave, ça peut conduire des gens à ne pas se protéger, c'est ça que vous dites? Et bien sûr, les gens font le libre choix d'installer l'application. Mais quand on leur introduit de fausses informations, c'est une fausse information. Ce qu'on appelle une fake news. C'est une fake news. Et on prend une responsabilité. Jean-Luc Mélenchon est responsable politique. Il a une responsabilité aussi à dénoncer ce qui doit être dénoncé, mais à ne pas dire de fausses informations s'agissant d'un outil sanitaire. Marine Le Pen, elle critique aussi votre application, elle vous critique, elle critique le gouvernement, on l'a vu depuis le début de la crise. Elle considère que vous amusez la galerie avec Stop Covid, et elle dit aussi que vous ne vous attaquez pas aux vrais problèmes, que sont les masques et les tests. Non mais il ne suffit pas de sauter sur sa chaise en annonçant masque, test pour faire que cette application est utile ou pas utile. Moi, je me réfère à la science. Tous les épidémiologistes, ils sont unanimes. Ils disent l'application, elle est non seulement utile, mais elle est nécessaire. L'Académie de médecine a pris position pour. Les meilleurs épidémiologistes français ont pris position pour. L'Ordre des médecins a pris position pour. Le Conseil consultatif national d'éthique a pris position pour. Donc si Madame Le Pen est plus capable d'évaluer l'utilité de l'application que l'ensemble de ces personnes, tant mieux pour elle. Moi, je considère que c'est à eux de dire si l'application est utile ou pas. Marine Le Pen a dit aussi que toutes les questions de liberté individuelles, Marine Le Pen qui dit ça, sont prises un peu par-dessus la jambe par le gouvernement. Non, mais c'est assez ironique que Marine Le Pen, en gros, une application liberticide, le parangon de la liberté individuelle. Moi, ce que je constate, c'est que toutes les garanties ont été prises et que la CNIL, qui n'est quand même pas historiquement très laxiste à l'égard du gouvernement et des négligences sur les libertés publiques, s'est prononcée 2 fois et que 2 fois elle a dit oui. Autre critique qui n'a rien à voir avec l'application Stop Covid, c'était Ségolène Royal ce matin sur Europe 1. Elle dit, le gouvernement a envoyé les médecins au front sans protection. Et elle dit, notamment parce que des soignants sont morts après avoir été contaminés par le coronavirus. Non mais Ségolène Royal ne sait plus quoi dire pour exister, si je puis me permettre. Ce que je sais, ce qui a été la réalité, c'est qu'il y a eu une tension sur les masques. Personne ne dit le contraire. Il y a eu même c'est pas ce qu'on avait compris au départ. De restriction, ce qu'a dit le président, il y a un rationnement pour faire en sorte de le réserver aux équipes médicales. Le maximum a été fait pour apporter ces masques aux équipes médicales. Il y a pu avoir des manquements à certains moments. Et c'est terrible. Mais dire que nous avons envoyé les soignants au front sans aucune protection, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. C'est une faute de la part de Ségolène Royal. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Vous voulez pas polémiquer avec elle, c'est ça? Non, je pense que je laisse à Ségolène Royal les propos de Ségolène Royal. Alors on va passer à un autre sujet qui vous concerne toujours, puisque c'est en lien avec votre domaine de compétences ministérielles. Ça concerne Twitter. Twitter qui, en l'espace de quelques jours, a signalé plusieurs tweets de Donald Trump qui en postent un certain nombre par jour, parce qu'ils étaient, selon Twitter, factuellement trompeurs, ou faisait l'apologie de la violence, notamment par rapport aux crimes racistes de Minneapolis. Avec à la clé une polémique entre Twitter et le président américain. D'abord, est-ce que vous félicitez de cette décision de Twitter? Déjà, première question. Je n'ai pas à m'en féliciter, mais je trouve que ce que Twitter a fait est une bonne chose. Pourquoi? D'abord, lutter contre la violence. On ne peut pas tous les jours demander aux plateformes de lutter contre la haine en ligne, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, les appels à la violence, et dès lors qu'il s'agit d'un responsable politique, considérer que ce qui a été fait n'est pas normal. Donc il ne doit pas avoir d'impunité en ce qui concerne les réseaux sociaux pour les dirigeants exactement, mondiaux. Ce qu'a fait Twitter, c'est juste de signaler que
ce tweet faisait l'apologie de la violence. Je signale que Facebook a fait la même chose, d'ailleurs, pour des déclarations de Jair Bolsonaro sur des fake news sur les médicaments pour guérir le coronavirus pendant la crise. Et donc, il est normal qu'ils prennent cette responsabilité-là, dès lors que ce sont des choses qui sont attentatoires, qui sont dangereuses. La deuxième chose, c'est la question des fake news. Ce que Twitter a fait, c'est que sur la base d'un conseil de journalistes, donc c'est avec une tierce partie indépendante, il a signalé qu'il pouvait, dans un des tweets, y avoir des fake news. Moi, je pense que ça fait partie de la responsabilité des plateformes de prendre à bras-le-corps cette question de la haine en ligne et des fake news, en faisant en sorte au maximum de déporter la décision, parce que ce n'est pas à elles de décider, mais je trouve ça plutôt sain qu'ils travaillent avec des journalistes qui, eux, de manière indépendante, pourront qualifier ou pas la fake news. Je pense que c'est important parce qu'on a vu tous les problèmes que pouvaient causer les fake news, des problèmes démocratiques, des problèmes de santé publique. Quand vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui disent qu'il faut boire de l'eau de Javel pour se prévenir du virus, ça fait des morts à la fin. Les gens, c'est Donald Trump. Hein. Pardon ? C'est Donald Trump qui dit ça. Non, mais les responsables politiques sont soumis à la loi comme tout le monde. Non, mais je précise ça pour nos auditeurs. Hein. Bien sûr. Alors, autre question qui est une conséquence de la première. Donc, Twitter et Donald Trump, ou Donald Trump a des problèmes avec Twitter, et Twitter peut avoir des problèmes avec Donald Trump, avec les États-Unis. Si ces problèmes devenaient importants pour Twitter jusqu'à empêcher cette société de travailler aux États-Unis, est-ce que la France serait prête à accueillir Twitter en France ? Est-ce que vous dites à Twitter, aux dirigeants de Twitter, venez à Paris ? Mais bien sûr. Comment vous le dites ? Je dis que tous les entrepreneurs, les chercheurs américains, ou d'ailleurs qui travaillent en Amérique, qui aujourd'hui cherchent un pays ou un continent où à la fois on est extrêmement favorable à la technologie, on est business friendly comme on dit, puisque ce que montrent les derniers classements internationaux, c'est que traduction, c'est-à-dire qu'on est favorable aux entreprises, au business, et au développement des affaires. D'ailleurs, c'est ce que montre le dernier classement, les derniers classements internationaux, qui montrent que la France est devenue le plus attractif d'Europe. Mais on est aussi sensible. Avant la crise, hein. C'était juste avant la crise. Mais on est aussi sensible à une certaine idée de l'Internet, de sa régulation, d'un Internet plus humain et plus juste, mais à tous ces entrepreneurs, je leur dis bienvenue en France, venez ici. Et donc oui, bien sûr, si Twitter devait considérer à un moment que les circonstances américaines ne permettaient plus à l'entreprise de se développer selon ses valeurs et de continuer à s'étendre, et qu'il y avait une instabilité trop grande pour diverses raisons, mais l'entreprise serait évidemment la bienvenue en Europe et particulièrement en France. Et ça, c'est un message que vous avez adressé aux dirigeants de Twitter ? Mais c'est un message que non, mais que nous Twitter adressons précisément. Est-ce que vous l'avez dit ? Pas dans ces derniers jours. Et là, vous dites aujourd'hui, aux dirigeants de Twitter, welcome in France. Et vous savez, dans les entreprises qui investissent en France, il y a énormément d'entreprises de l'Internet. Je pense à une entreprise américaine comme l'entreprise Symfony. C'est une licorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée plus d'1 milliard d'euros, qui est extrêmement performante, qui a décidé de délocaliser toute sa R&D de Palo Alto à Nice, à Sophia Antipolis. Oui. Et c'est 100 nouveaux emplois qui ont été créés à Nice, des emplois extrêmement qualifiés qui font de la France une terre de rayonnement technologique. Et il y a énormément d'entreprises qui sont en train de considérer ce genre de mouvement. Je pense qu'il faut continuer, il faut accélérer. C'est bon pour elles, c'est bon pour nous, parce que ça crée des emplois, et puis ça crée du rayonnement et du savoir-faire technologique. Et je pense qu'il faut accélérer sur ça. Donc, si Twitter, on peut se dire que peut-être dans quelques mois, Twitter sera devenu une entreprise française. Je pense que nous n'en sommes pas là, mais s'ils l'envisagent avec Bruno Le Maire, nous serons extrêmement heureux de les accueillir. Twitter qui a d'autres problèmes, c'est le problème de la haine en ligne, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. En quoi la loi Avia, qui est une loi qui, justement, a pour but de lutter contre cette haine en ligne, racisme, antisémitisme, homophobie, ainsi de suite. En quoi cette loi Avia peut changer la donne ? Alors, la loi Avia, elle fait deux choses principales. D'abord, elle donne les moyens à la justice d'agir beaucoup plus vite, et c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, elle demande aux plateformes, à Twitter, aux réseaux sociaux, à Facebook, de se doter de mécanismes de modération interne qui doivent permettre d'enlever les commentaires les plus dangereux et les plus violents extrêmement vite. Je donne un exemple. Quand il y a eu la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, donc cette tuerie dans une mosquée, en 24 heures, Facebook a retiré 1 500 000 fois la vidéo. La justice, elle ne peut pas passer en 1 500 000 fois en 24 heures. Et donc, de manière préventive, mais sous la supervision d'une autorité indépendante, qui est le CSA, les grands réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, devront se doter, à partir, je crois, du 1er juillet, de mécanismes de modération interne qui sont à la hauteur de l'importance qu'ils ont pris dans le débat public. Je crois que vous, moi, chacun, il suffit de passer quelques minutes sur les réseaux sociaux pour prendre la mesure de la démesure de la haine en ligne qu'on y trouve. Et donc,
On doit faire en sorte de protéger les Français. C'est la mission de l'État. C'est ce que nous avons fait à travers la loi portée par la députée Laetitia Avia, que je veux ici saluer. C'est pas une solution magique. Il y aura encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est un premier pas dans la bonne direction. Au passage, vous avez travaillé avec Pierre Moscovici à Bercy, quand il était ministre de l'économie et des finances. Eh bien, quel signe faut-il voir dans sa nomination à la Cour des comptes qui va intervenir mercredi en Conseil des ministres? Alors j'ai lu ça, effectivement, j'ai travaillé avec Pierre Moscovici. D'abord dire que, à titre personnel, c'est une très grande joie de retrouver Pierre Moscovici. De le retrouver, c'est-à-dire au service de la France, quelque part. Au service de la France. Il revient travailler pour la Cour des comptes et donc prendre la tête de la Cour des comptes. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la Cour des comptes et pour la France. Pierre Moscovici a été ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires européennes, commissaire européen. C'est un grand serviteur de l'État, un grand serviteur de l'intérêt général. Et je pense que c'est une très bonne chose, encore une fois pour la Cour, mais plus généralement pour la France, que Pierre Moscovici prenne ces responsabilités-là. Pierre Moscovici, qui avait comme ministre sous sa responsabilité Emmanuel Macron à Bercy. Non, parce que Emmanuel Macron est arrivé après. Pardon, il est arrivé après. Je fais une erreur. Il était à l'Élysée pendant que Pierre Moscovici était à Bercy. C'est l'erreur que j'ai commise. Mais quel signe faut-il voir dans le fait qu'Emmanuel Macron nomme un socialiste à la Cour des comptes? Je pense que Pierre Moscovici n'est pas nommé à la Cour des comptes parce qu'il est socialiste, mais parce qu'il est compétent et que c'est la bonne personne à la bonne place. C'est la seule raison qui a motivé la nomination de Pierre Moscovici à cette place-là. Et vous attendez quoi de lui? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui à la Cour des comptes? Je n'attends rien de particulier de sa part. Je pense que la Cour des comptes va avoir une importance extrêmement grande dans les années à venir, à la fois pour continuer à nous aider à mieux tenir les dépenses publiques, à réduire les déficits dans un contexte dont on sait qu'il est compliqué, mais il faut trouver la ligne de crête. Et puis pour continuer aussi à moderniser la France, puisqu'elle a aussi ce rôle-là, qui est de nous aider à moderniser la France, de nous aider à moderniser la fonction publique, le fonctionnement de l'État. Je pense qu'il y a des très beaux chantiers qui sont devant Pierre Moscovici, de très gros chantiers, et qu'il était temps que la Cour des comptes ait un nouveau premier vice-président. Vous dites que la Cour des comptes peut avoir un rôle à jouer dans le problème des déficits. Est-ce qu'aujourd'hui, en pleine crise du coronavirus, donc crise sanitaire, va avoir une crise économique, une crise sociale qui s'annonce, 843 000 chômeurs de plus en avril par rapport au mois précédent, et des faillites annoncées d'entreprises, est-ce que l'objectif principal, c'est de réduire les déficits, ou faut-il laisser filer les déficits? Non, l'objectif principal, c'est de sauver l'économie et de permettre à l'économie de redémarrer. Et donc, ça nécessite un engagement public inédit. Mais en laissant filer les déficits, en les réduisant. Mais la priorité n'est pas au déficit, on l'a bien compris. Ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'a fait l'Europe, c'est une intervention massive d'argent public pour sauver les emplois et sauver les entreprises. Ça n'empêchera pas qu'il y ait certaines faillites et qu'il y ait des difficultés à venir, c'est normal. Dans le même temps, il n'y a pas d'argent magique. Et donc, l'argent, chaque euro dépensé doit être utile. C'est ce que le gouvernement a en tête, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se priver de le dépenser. Autre question, Cédric O. La reprise va passer par un plan de relance. Ce plan de relance, il doit être lancé selon vous, ou il devrait être lancé selon vous en juillet ou en septembre? Bon, d'abord, il y a déjà l'argent qui a été mis sur la table par l'Europe. Je veux juste le rappeler. Donc un plan de 750 milliards d'euros. 750 millions d'euros qui viennent en plus des milliards qui viennent en plus des 540 milliards d'euros qui avaient déjà été décidés en termes de prêts. C'est massif, c'est inédit et c'est une excellente nouvelle pour avec une l'Union européenne. Petite proportion pour la France. Hein. Une trentaine de milliards d'euros. Ce que cela veut dire très concrètement, c'est que c'est l'Europe qui va nous sauver. Je veux dire, il faut bien avoir en tête cela parce que on passe notre temps, ça peut m'arriver, à nous insatisfaire des lenteurs de l'Europe, de la bureaucratie de l'Europe. Sur ce coup-ci, c'est l'Europe qui va nous sauver, grâce notamment à l'action d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Mais le tournant que constituent ces 750 milliards d'euros, il est historique, première chose. Deuxième chose, bien sûr qu'il faudra des plans au niveau national. Moi, je suis de ceux qui pensent que la relance, elle doit être massive, mais que nous devons prendre le temps de la dessiner. C'est-à-dire d'abord, je ne sais pas, c'est au président et au Premier ministre de la décider, mais probablement pas avant l'été ou dans l'été. Je veux dire, d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'urgence est à sauver un certain nombre de secteurs qui ne sont pas, eux, dans la relance. Je pense au tourisme, je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile. Et là, il faut... C'est un peu compliqué quand même de dire à des gens... Donc d'abord relance sectorielle et ensuite en difficulté qu'on pense à l'avenir. Non, il faut d'abord sauver ce qui peut l'être et aider d'ailleurs à la transformation.
Et la deuxième chose, c'est qu'un plan de relance aussi important, aussi transformant, on est tous d'accord qu'on ne peut pas recommencer comme avant et qu'il faudra injecter du numérique, injecter énormément de transition énergétique. Cela se concerte. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait une grande discussion avec les partenaires sociaux, avec les parties de la société civile, pour qu'on se dise dans quelle direction on veut aller et quels sont les grands défis qui sont devant nous et travailler aux solutions. C'est pour ça que je pense plutôt à quelque chose pour la rentrée. Je crois d'ailleurs que c'est l'opinion également du ministre de l'économie et des finances avec lequel je suis assez d'accord sur ce point-là. Et pas forcément la position d'autres ministres, notamment celui du budget. Oh, je ne crois pas que Gérald Darmanin ait considéré que... Enfin, certains ministres considèrent qu'il faut peut-être lancer ce plan de relance dès le début de l'été. Non, mais il peut y avoir un débat. En tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait cette phase de concertation pour aller vers quelque chose de vraiment transformant. Alors, on passe à la partie politique de cette émission pour conclure. Dans 3 semaines, les municipales. Où, selon vous, la situation est-elle la plus désespérée pour En Marche ? À Paris, avec le retour d'Agnès Buzyn, ou à Lyon, avec l'alliance de Gérard Collomb et Laurent Wauquiez. Bon, ce sont des situations qui ont assez peu de parallèles. Mais qui vont conduire à l'échec. L'échec, je ne suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que le résultat du premier tour n'a pas été totalement à la hauteur de ce que nous espérions. Néanmoins, Stanislas Guerini avait fixé un objectif, 10 000 conseillers municipaux, nous allons les avoir. Ce qu'on peut constater, c'est que dans un contexte au départ, l'objectif, c'était de gagner des villes, notamment Paris. L'objectif a toujours été d'avoir 10 000 conseillers municipaux. Nous sommes un mouvement assez jeune. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une espèce de réflexe de légitimisation des exécutifs en place. C'est normal. C'est encore plus normal en période de crise comme celle du coronavirus. Et ça a rendu les choses plus difficiles pour En Marche. Mais nous continuons notre application et nous aurons plus de 10 000 conseillers municipaux à l'issue des municipaux. Paris et Lyon. S'agissant, c'est 2 cas assez différents. S'agissant de Lyon, je ne peux que regretter la situation. Alors, on reprécise les choses pour Lyon. Donc, Gérard Collomb, qui a totalement raté son premier tour, aussi bien à Lyon qu'à la métropole du Grand Lyon, donc a décidé de faire une alliance avec des candidats LR proches de Laurent Wauquiez, avec la bénédiction de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une trahison ? C'est la déchéance de Gérard Collomb ? C'est une triste fin de mandat ? C'est quoi ? Non, mais ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut savoir tirer le rideau. Et que, ça, il fallait le dire avant. Évidemment que Stanislas Guerini a raison. Évidemment qu'il y a une trahison de ce qu'est En Marche. Évidemment que s'allier avec Laurent Wauquiez n'a aucun sens et complètement orthogonal à ce que nous avons porté. Ce que je constate, c'est qu'en général, les hommes politiques ont du mal à terminer, que ça se termine mal. Et que là, Gérard Collomb nous fait mal, se fait mal. J'aurais préféré que ça se termine autrement, c'est certain, mais... Voilà. Il doit être exclu de En Marche pour vous ? Mais il a été. Il a été formellement ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que la question ne se pose même pas pour lui. Enfin, nous ne sommes pas à savoir s'il faut une exclusion. En gros, c'est le combat de trop pour lui. Peut-être, probablement. Bon, c'est dommage. Alors, plus globalement, est-ce qu'on peut perdre les municipales, comme cela va être le cas, pour En Marche, ensuite éventuellement subir une débâcle ? C'est pas éventuellement. Vous allez subir une débâcle au sénatorial, puisque vous aurez perdu les municipales. Ah, c'est moins certain. Les 10 000 conseillers municipaux, ça vous donne une assise pour les sénatoriales qui n'a rien à voir avec celle qui existait pour les sénatoriales précédentes. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un effet mécanique de difficultés que nous pouvons avoir sur les municipales, sur les sénatoriales, et sur des sénatoriales sur les départementales et sur les régionales. Alors, est-ce qu'on peut perdre des élections locales, municipales, éventuellement sénatoriales, régionales et départementales, et remporter la présidentielle ? Et si oui, comment ? Je pense que la question qui se pose, c'est pas de savoir si on gagne les élections, c'est de savoir quelle est l'offre politique qui se dégage dans les mois et les années à venir. Comment est-ce qu'En Marche, face à la crise, réussit à se réinventer ? Et dans ce cadre-là, si on réussit à se réinventer, alors on parlera de la présidentielle. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien électoral extraordinaire entre toutes ces élections. Je pense que la question, c'est celle de l'offre politique. L'offre politique et peut-être qui vont être les grands bénéficiaires de cette crise sanitaire et éventuellement des crises qui vont lui succéder, économiques et sociales. Emmanuel Macron a dit que la France était en état de guerre. Boris Johnson a comparé la crise du coronavirus avec la Seconde Guerre mondiale. On sait ce qui s'est passé après la crise de 29. C'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Est-ce que le risque politique est du même ordre aujourd'hui ?
L'arrivée au pouvoir de force... Il y a deux versions, il y a celle de 29 puis il y a celle de 45. Celle de 45 a débouché sur le Conseil national de la résistance et puis le programme et le... Mais avant 45, 29. Effectivement. Je préfère effectivement la deuxième option. Je pense que ça dépend de nous. Je pense que ça dépend de nous. Il y a effectivement un risque, on le voit dans le monde entier, en Europe, la poussée des extrêmes. Je pense que ça dépend de la capacité d'En Marche à se réinventer et à proposer un changement vraiment transformant aux Français, mais un changement qu'ils sentent dans leur vie quotidienne. C'est peut-être ce que nous avons eu plus de mal à faire jusqu'ici, c'est que les Français voient un changement dans leur vie quotidienne. Et donc vous dites, après 29, il y a eu 45, donc quelque part un gouvernement, c'est un gouvernement de salut public. C'est ce que c'était l'appel de Jean-Pierre Chevènement. Il faut un gouvernement de salut public après les municipales. On attend un remaniement. Vous êtes pour un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de salut public? Moi, je suis pour qu'on définisse ce qu'on veut faire et qu'après tous ceux qui veulent venir viennent. Alors, on a beaucoup glosé aussi cette semaine sur le coup de fil d'Emmanuel Macron à un grand comique pas du tout grossier ni vulgaire, Jean-Marie Bigard. Est-ce que ça vous a choqué? Non, ça m'a pas choqué. Moi, je connais Emmanuel Macron depuis quelques années. Tous ceux qui le connaissent savent que c'est quelqu'un qui, en réunion, peut vous citer Falstaff et les tontons flingueurs dans la même phrase. Et donc, je pense qu'on est là plutôt dans les tontons flingueurs, mais que ça montre que le président est extrêmement attaché à garder le lien avec une culture des humoristes populaires qui peuvent paraître un peu plus éloignés des ordres de l'Élysée. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Même si cela peut un peu choquer parfois, cela peut être un peu disruptif parfois. Pour moi, c'est une manière de garder les pieds bien plantés dans le sol que le président affectionne et qui peut parfois être un peu disruptif. Et de quoi Bigard est-il le nom alors? Mais Bigard est le nom d'une partie de la France qui se reconnaît en lui. Alors on peut préférer la comédie française au sketch de la chauve-souris. Mais le sketch de la chauve-souris, c'est pas si mal que ça finalement. Le sketch de la chauve-souris, oui. Ça me dit rien. Bon. on verra, on ira regarder sur internet. Et vous êtes plutôt Bigard ou Bedos? Par passé, je suis plutôt Bedos, moi qui viens de la gauche. C'est sûr que non, la disparition de ces figures qui ont été à la fois de grandes figures populaires et de grands engagés politiques, avec un enracinement des valeurs, des combats, ce sont toujours des choses assez tristes. Et donc, oui, moi je pleure la disparition de Bedos. Il y a un nouveau Bedos aujourd'hui? C'est Bigard? Non. Rien que pour des questions de génération, ça marche pas. Merci en tout cas Cédrico d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Au revoir.